Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer dans quelques secondes. On va laisser le temps encore aux différentes personnes de nous rejoindre, à tous les participants de venir se connecter à ce webinaire. Et donc, on va attendre quelques secondes avant d'introduire et avant de nous présenter aussi. En tout cas, bienvenue à tous. Et donc, effectivement, vous avez sur cette plateforme ici qu'on utilise pour faire nos webinaires, vous avez en bas à droite de votre écran un chat qui va vous permettre de poser vos questions. Et si vous le voulez bien, je vais demander aux différentes personnes qui sont déjà connectées si vous pouvez poser, nous indiquer si vous nous entendez bien. Donc, dans le chat en bas à droite de votre écran, est-ce que vous pouvez juste indiquer si vous nous entendez bien? 5 sur 5, magnifique. Super. Bon, je vois que ça a l'air de fonctionner, la technique a l'air de suivre, c'est une bonne chose, c'est un bon début. Et donc, j'en profite aussi pour indiquer que toutes les questions que vous allez pouvoir poser pendant le webinaire, c'est via ce chat que vous pourrez les poser. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, il est 17h01 et on va tout doucement commencer notre webinaire. Merci aux nombreux participants ici d'être présents. On est super content de pouvoir vous présenter le sujet aujourd'hui, qui va être présenté. Donc, Smoovin et Own ont décidé de présenter, de co-organiser ce webinaire avec le sujet « Faut-il encore investir dans l'immobilier en 2024 ?» Et donc, nous, on a le grand plaisir d'accueillir deux experts ici, qui sont Nicolas Jacquet et Gauthier Vrante. On va tout de suite avoir l'occasion de se présenter. Je vais encore attendre quelques secondes. Et je vois que le chiffre le nombre de participants se stabilise et donc on va tout doucement commencer la présentation. Donc aujourd'hui, les intervenants seront Nicolas Jacquet, Gauthier Vrante et moi-même. Et donc, je vais commencer par laisser la parole à Nicolas qui va se présenter. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Donc, Nicolas Jacquet, comme vous repris sur la présentation, et je suis à l'initiative de Own Group que je vais vous présenter par la suite. Merci Nicolas. Et Gauthier, peux-tu aussi rapidement te présenter? Voilà, quant à moi, Gauthier Vrante, je m'occupe du pôle courtage au sein de la société Own Service. Nicolas va présenter le service en long et en large. Merci beaucoup Gauthier. Et donc moi-même je suis Corentin et je suis responsable de l'équipe commerciale et support chez Smoovin, plateforme que nous présenterons brièvement à la fin ici du webinaire, que certains connaissent déjà. Et donc nous on est super contents et super fiers de pouvoir présenter ce sujet ici avec des grands experts que sont Nicolas et Gauthier. On est vraiment hyper curieux de voir leur expertise sur ce sujet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet justement, sachez que le webinaire va durer entre 30 et 45 minutes. Donc ça c'est vraiment au niveau de la présentation que Gauthier et Nicolas vont faire. Comme mentionné précédemment, vous avez en bas à droite de votre écran un onglet chat qui vous permet de poser toutes vos questions. On ne va pas interagir, on ne va pas répondre aux questions durant la présentation, on le fera en fin de présentation. Donc on va répertorier toutes les questions posées et on y répondra. Enfin, Gauthier et Nicolas y répondront en fin de présentation. Okay, donc posez vos questions pendant la présentation sur le chat, on les note et vous pourrez les poser à la fin. Et nous y répondrons à la fin de la présentation. Et enfin, un replay du webinaire pourra vous être envoyé sur demande également. Donc, avec plaisir, on vous enverra ce webinaire en replay. Il sera aussi disponible sur le site internet de Smoovin. Et donc, nous rentrons dans le vif du sujet et Nicolas va commencer par nous présenter Own Group. Oui, donc avant toute chose, je vais vous présenter Own Group, qui est, comme son nom l'indique, un groupe qui est constitué de 4 sociétés, 4 métiers différents, dont 3 sociétés de services. Nous sommes en effet conseillers en investissement, courtiers par le biais de notre structure Own Service. Nous nous attelons à abreuver le patrimoine de nos clients investisseurs en trouvant de bonnes opportunités. Mais nous avons également mis en place
notre propre entreprise générale de construction, Home Développement, qui est pourvue d'une vingtaine d'ouvriers qui s'attellent à développer finalement les immeubles de nos clients, nos immeubles, mais aussi les immeubles de tierces personnes qui n'ont finalement aucun impact, aucune liaison avec d'autres sociétés du groupe. Il faut savoir que Home Développement a également un bureau d'études qui est chapeauté par Laurentia Taverna, elle-même architecte d'intérieur de formation. Enfin, nous avons notre propre société de gestion de patrimoine, On Asset Management, qui gère le patrimoine de nos clients, mais aussi de propriétaires externes. Et en parallèle de quoi, nous avons mis en place un véhicule d'investissement, Own Capital. Alors ici, l'idée, c'était de répondre à une demande différente, qui était d'investir différemment dans l'immobilier, de manière indirecte. Et donc, avec Own Capital, on propose à des investisseurs privés de partager avec nous le risque dans des projets de développement. Voilà un petit peu le panel de tout ce que Own Group propose comme solution. Et donc, Nicolas, sauf erreur, vous êtes principalement actif sur Bruxelles, mais est-ce que vous êtes aussi actif en dehors de Bruxelles, sur d'autres régions de la Belgique? On est principalement actif sur Bruxelles, puisque l'immobilier est un marché finalement assez local, mais pas que. On a eu des projets à Anvers, d'autres en Wallonie, mais c'est vrai que principalement on est actif sur Bruxelles, je dirais même principalement sur certaines communes de Bruxelles, si je veux rentrer dans les détails. Sur les communes du sud, de l'est, pas par... c'est plus des questions d'appréciation de clients en général. Ok, très clair. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, alors, donc je vais vous faire part un petit peu du comment va se dérouler le webinaire. Et donc, nous, en cette veille de fin d'année, comme il est souvent de coutume en cette période de l'année, on s'est dit qu'un webinaire dont le sujet pronostiquerait un petit peu l'année à venir serait intéressant. Et on est parti sur l'idée de présenter, donc de répondre à cette question. Faut-il encore investir en immobilier en 2024? Le mot encore, évidemment, a tout son sens, puisque vous en conviendrez, c'est un sujet épineux et sensible vu le contexte actuel. Le marché, je ne cacherai à personne, est en totale mutation. Et est-ce que l'immobilier présente toujours des attraits attractifs? Alors, quand on a commencé le webinaire, quand on a commencé à le préparer, on s'est rendu compte qu'il fallait le diviser en deux parties. Une partie qui se focalisera sur les tendances passées, sur finalement comment s'est porté le marché au fil des années, les différentes crises qu'il a pu traverser. C'est une partie qui est peut-être un petit peu redondante, mais qui est importante, parce qu'elle va cadrer finalement le contexte dans lequel on se trouve actuellement. Elle va mettre les bases. Et on va avoir une deuxième partie dont Gauthier va se faire un plaisir de se charger, qui mettra plutôt en place des positions à adopter, des stratégies, afin de maîtriser son investissement. Et cette partie tentera autant que faire se peut de répondre à cette question, finalement, faut-il encore investir en immobilier en 2024? On terminera par quelques perspectives, mais qui sont surtout des chiffres issus des observateurs aguerris et des analystes pour 2024 et une brève conclusion. C'est parfait, Nicolas, c'est super clair. Eh ben, impatient de commencer, nous t'écoutons. On rentre dans le vif du sujet. Donc, on a retour à la réalité pour le marché de l'immobilier. 4 décennies de résilience immobilière belge. Alors, on aurait pu dire plus que ça, on aurait pu dire plusieurs décennies de résilience pour le marché immobilier belge. Ce qu'il faut savoir que depuis 1970, le marché n'a fait que croître. Il n'y a pas eu de diminution de prix des logements en Belgique, si ce n'est, il est vrai, au début des années 80, le système économique mondial était grippé, fortement touché par les 2 chocs pétroliers qu'on a connus. Et pour rappel, dans un contexte inflationniste, les banques ont augmenté leurs taux pour atteindre jusqu'à 12,7% en 82. Donc, on est dans un contexte similaire au nôtre, mais vous conviendrez du fait que la réalité est tout à fait différente. Et depuis, et suite à cette brève parenthèse, l'immobilier n'a fait que traverser, l'immobilier belge, j'insiste, n'a fait que traverser les différentes crises, celle du début des années 90, avec la première guerre du Golfe, celle de 2008-2009 que nous avons tous en tête, la crise financière, là où tous les marchés, l'immobilier mondiaux dévissaient, eh bien, l'immobilier belge, le marché a continué de croître ou à minima à stagner. Et enfin, ceci nous amène à la suite de la crise financière. Nous sommes entrés dans la crise de la dette européenne.
Et rappelez-vous, dans un contexte là où c'était plutôt un contexte de faible inflation, il y a une politique qui était celle une politique de taux faibles, n'est-ce pas? Et c'est depuis le début des années 2010 qu'on a commencé cette compression des taux. Alors, ça a stimulé de deux manières l'immobilier. D'une part, ça a rendu solvable, ça a augmenté la solvabilité de bon nombre de candidats, puisque le marché de l'emprunt était beaucoup plus accessible, de candidats donc acquéreurs occupants, mais pas que. Ça a détourné des investisseurs, des placements classiques à long terme, que sont par exemple les obligations, vers l'immobilier. Donc, ce double effet a augmenté le spectre de candidats acquéreurs sur un même marché, ce qu'on appelle plus communément la demande. Et enfin, ceci nous amène à la crise sanitaire que tout le monde a connue et à l'engouement qu'on a pu rencontrer à la période, ce que j'appelle post-Covid. Rappelez-vous, durant les premiers confinements, du moins, on naviguait un petit peu à vue, les commentaires des uns et des autres étaient finalement diamétralement opposés, et alors que l'ensemble des cours de bourse vacillaient, eh bien rapidement, lors des confinements, l'immobilier a présenté une croissance sans pareil, qui était boostée en fait par ce qu'on a appelé l'effet de rattrapage, c'est donc la volonté de candidats acquéreurs de récupérer le temps perdu et de se positionner sur des biens vaille que vaille, avec des critères d'investissement complètement floués, puisqu'on évoluait dans un contexte ultra attractif pour l'investissement, avec des taux planchers, on a frôlé les 1%, donc cette politique de taux bas est arrivée à échéance à cette période, et enfin on était dans un marché totalement euphorique, avec un déséquilibre très important entre une demande toujours plus soutenue, face à laquelle une offre ne suivait définitivement pas. Alors on aurait pu s'attendre, je me rappelle, de voir une offre finalement qui suit, puisqu'on aurait pu estimer que les affres de la crise sanitaire viennent à chambouler les ménages et à forcer les propriétaires à vendre, mais rappelez-vous, il n'en fut rien. Donc on était dans un marché totalement déséquilibré, avec une demande très importante face à laquelle une offre ne suivait pas. Et enfin, le contexte actuel, changement de cap pour le marché de l'immobilier, aussi vite que la période post-Covid s'est installée, aussi vite elle est repartie. On est aujourd'hui dans des variables ont été complètement bouleversées. Ça modifie notre perception de l'immobilier, ça modifie la façon dont nous devons d'investir. Et nous avons listé quatre causes qui sont principales dans ce changement de paradigme. La première, et elles sont chronologiques, c'est la pénurie des matériaux qui est intervenue à la suite des premiers déconfinements. Le système logistique mondial était enrayé et il y a eu pénurie. Et c'est parce qu'il y a eu pénurie qu'il y a eu augmentation des coûts. C'était ça d'abord la première cause de cette augmentation. C'est ça, donc ici l'inflation n'était pas du tout encore présente. C'est vraiment la logistique mondiale, des conteneurs étaient en Asie, rappelez-vous, et bon, ça crée des pénuries et donc il y avait une offre qui ne suivait pas et donc des coûts qui explosent. Ça a eu pour conséquence de contraindre des particuliers, mais aussi des professionnels à revoir leur projet de développement. Alors, pour les particuliers, c'est une chose. Pour les professionnels, ça a engagé quelque chose qui était déjà en place. C'est une crise du logement neuf. Crise qui est initiée aussi par, en Belgique, des complexités administratives. Je n'apprends rien à personne au niveau des contraintes urbanistiques pour obtenir des permis. Mais donc, ça a augmenté cette crise déjà en place. À la suite de quoi, il y a eu la crise énergétique, très rapidement, qui a été initiée malheureusement par le déclenchement de la guerre en Ukraine et les pressions qu'on a pu subir finalement avec les chantages énergétiques. Ceci nous a poussé à initier la nécessité de rénover le bâti, mais dans l'urgence et sans délai en fait. Donc, d'une part, ça a accéléré une volonté qui était en place, qui était collective et gouvernementale, c'est-à-dire de tendre vers des performances énergétiques plus en adéquation avec la nécessité, mais ça nous oblige dans un contexte déjà de pénurie de matériaux et de coûts importants. Alors ça a pour effet de créer un marché à deux vitesses, un marché qui est séparé entre des biens bien localisés. Je ne sais pas si on m'entend parce que je vois que mon Siri s'allume. Je suppose. Bon. On t'entend très bien, Nicolas. Après, tout est OK. Ça a déclenché un marché à deux vitesses, des biens ultra bien localisés avec une bonne performance énergétique.
et d'autres qu'on appelle plus communément des passoires énergétiques, où leur valeur a commencé à décroître, ou à minima à stagner et perdre un petit peu en valeur. Et juste, Nicolas, une petite question ici. Tu parlais tout à l'heure de pénurie des matériaux. On s'en souvient bien, suite à la période Covid, il y a eu cette désorganisation logistique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore ces pénuries de matériaux ou non? Et donc, est-ce qu'on pourrait voir une baisse des prix des matières premières? J'en doute, hein, mais je te pose quand même la question. Alors, pénurie, il n'y a plus. D'accord. Les choses sont sous contrôle, bien que les délais soient plus longs que ce qu'on a pu connaître avant. On travaille différemment, mais les délais sont connus. Hein. Quand je commande une chaudière ou que sais-je, si on me dit j'ai 4 mois de délai, il est respecté avant, il n'y avait pas de délai. Par contre, les coûts ne descendent plus. Okay. Donc, on se retrouve dans un contexte de coûts importants avec lequel il faut faire, puisque, comme j'ai dit, il faut rénover le bâti. Et donc, il y a une inflation galopante qui s'est installée, ce qui a contraint les banques centrales dans leur politique monétaire, c'est celle de garantir la stabilité des prix, eh bien, de juguler l'inflation avec leur outil principal, c'est l'augmentation des taux directeurs, qui elle-même a eu pour effet l'augmentation des taux hypothécaires, qui a pour effet de diminuer la demande. Donc c'est ça, on sent bien ici, on voit le changement de cap et un changement de contexte qui a un peu rabattu les cartes sur le marché immobilier. Et assez radical, puisque là, ça fait 19 mois que ça s'opère. On aurait pu faire ce webinaire il y a peut-être même 1 an, j'aurais pu sortir le même tableau. Donc ça a été, c'est pas tant l'augmentation des taux qui est importante, c'est la vitesse à laquelle ceux-ci ont augmenté, puisqu'il nous a fallu 10 ans pour atteindre un seuil qui a été opéré en moins de quelques mois. Alors, forcément, il y a des conséquences sur le marché. Elles sont chiffrées. Moins 25% de transactions en 2023 par rapport à 2022. C'est important. On a moins 38% de crédits hypothécaires octroyés. Et alors, j'ai des chiffres à l'appui. On passe en fait de 219 000 crédits en 2022 à 136 000. Donc, c'est important. Nicolas, je me permets de te couper ici. C'est juste ce que tu dis, mais on en avait parlé juste avant. On était aussi en 2021-2022 dans un contexte particulier avec énormément de transactions, une ébullition du marché. Donc ici, au final, les moins 25% de transactions, est-ce qu'on peut parler d'un rééquilibrage ou c'est vraiment une baisse significative? Non, c'est très juste ce que tu dis. Ce sont des chiffres qui sont totalement relativisés puisqu'on sort de 2 années exceptionnelles, 2021 et 2022. Il faut savoir que la croissance cumulée de ces 2 années est de l'ordre de 15%. Aujourd'hui, certains observateurs parlent d'une diminution de 0,5, de 1%, voire davantage, voire un peu moins. Finalement, prendre une correction après 40 années, c'est regrettable, mais ce n'est pas dramatique. Vous allez me dire, il faut prendre compte de l'inflation. Alors, si on prend compte de l'inflation, en fait, la diminution, elle est effectivement de près de 15%, mais comme tu dis, ça revient à annihiler la croissance exceptionnelle des 2 dernières années. C'est un retour à la normale, un retour à l'équilibre pour le marché de l'immobilier. Il y a des conséquences chiffrées, j'en ai parlé. Il y a aussi des conséquences réelles. Il n'y a pas d'effondrement. En Belgique, je parle toujours du marché belge. Une légère correction, mais pas d'effondrement. Des passoires énergétiques qui accusent le choc, on en a parlé, un marché à 2 vitesses. Il y a un allongement conséquent des délais de vente, c'est indéniable. Moins il y a de demande et plus il y a d'offres, plus ce marché qui était ultra dynamique post-Covid et qui, de nouveau, s'apparente pour moi comme une bulle un petit peu hors de toute réalité, c'est fini. C'est fini, hein, les ventes en une visite, voire sans visite. Aujourd'hui, on a le temps d'acheter et c'est une bonne chose. Pour qui est à l'investissement, on le verra par après. Et enfin, il y a ça c'est plutôt dramatique, il y a des professionnels qui sont au bord de l'agonie. Alors, quand tu parles ici de professionnels de l'immobilier, tu parles de professionnels de l'immobilier, j'imagine, mais est-ce que tu peux être plus précis peut-être? Oui, donc ça me permet d'enchaîner sur la suite. Est-ce qu'un crash en immobilier est-il envisageable en Belgique? Je dirais qu'il y a une crise, je n'ai pas la légitimité pour en parler, mais de tous les observateurs, on peut en parler d'une crise immobilière, mais qui concerne finalement les métiers, puisque ça s'explique parce que le secteur, muet par un dynamisme effréné, que ce soit après le Covid, mais bien avant cela, a embauché à tour de bras des commerciaux, des aides administratives, d'autres fonctions, des salariés.
eh bien, ce même secteur se trouve aujourd'hui avec une charge de travail beaucoup moins importante que ce n'était le cas en 2021 ou 2022. Et je ne parle pas uniquement des métiers directement liés à l'immobilier, tels que finalement les agents immobiliers, mais je parle de tout un pan entier. On peut imaginer des bureaux d'architectes qui doivent se séparer de collaborateurs, des géomètres, des notaires qui ont beaucoup moins de charges de travail aujourd'hui, des entreprises générales de construction dont les carnets de commandes sont en train de fondre. Donc, on peut réellement aujourd'hui parler d'une crise immobilière qui se met en place, qui est en place en ce qui concerne les métiers. Par contre, pour ce qui est de l'état du marché belge, je serais beaucoup plus optimiste et j'ai l'intime conviction qu'à nouveau, la Belgique va traverser cette crise. Alors, je ne fais pas l'économie de perturbations et de corrections qui vont arriver, qui sont arrivées, certes, mais je suis certain qu'elles seront beaucoup moins violentes que ce qu'on a sur les marchés de nos voisins, que ce soit la France, la Hollande, le Luxembourg, qui est issu aujourd'hui de grosses contraintes, qui est pourtant un marché connu pour son dynamisme et sa stabilité, l'Allemagne aussi, qui voit des corrections importantes sur son marché. Eh bien, la Belgique, de nouveau, pour l'instant, affiche une résilience sans pareil. Alors, pourquoi? Et c'est finalement la question, la réponse de cette première partie. Eh bien, la Belgique a ceci d'exceptionnel qu'en Belgique, c'est avant tout un produit d'épargne, l'immobilier. C'est une classe d'actifs qui n'est pas spéculative, c'est un logement, ce n'est pas un produit d'investissement. Comme ça peut l'être en France, comme ça peut l'être en Hollande ou d'autres pays. Et ceci s'explique parce qu'on a des filles d'entrée très très élevées. Vous avez 12,5% de droits d'enregistrement, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. C'est les droits d'enregistrement les plus chers d'Europe. Comme je disais, je crois ne pas me tromper en disant que ce sont les plus chers du monde, auxquels vous additionnez des frais intercalaires, des frais de notaire et autres, vous êtes vite à 15%. Alors, peu que vous ayez fait une bonne affaire, peu que vous soyez professionnel, vous avez un autre régime fiscal, mais pour récupérer ces 15%, il va falloir attendre, et c'est sur le temps et la durée, c'est finalement sur la croissance du marché que vous pourrez compter pour récupérer les filles d'entrée. Alors, on parle souvent de cette pression fiscale qui finalement est contraignante lors de l'acquisition, mais en fait, elle agit comme un tampon sur la volatilité du marché. C'est un garde-fou quant à justement ces fluctuations qu'on pourrait subir. Et à la différence d'autres marchés, dès que ça va très bien, la Belgique est un peu à la traîne, elle affiche des croissances certes, mais contenues. Par contre, quand ça va mal, on a un aplomb, on a une résilience par rapport aux perturbations externes qui peuvent être occasionnées. Donc Nicolas, ce que tu me dis ici, c'est que ces droits d'enregistrement sont une bonne chose, finalement. C'est bien ça, oui, en fait, on est content de les avoir quand ça va mal. On est content de les avoir toutes mesures gardées, mais c'est une question macro qui concerne tout le marché. Ça agit véritablement comme un tampon. Et autre chose, le marché belge est un total déséquilibre entre propriétaires et locataires. En Belgique, 72% des ménages sont propriétaires de leur logement. C'est très très important, c'est exceptionnel. Un marché comme l'Allemagne parle de 50-50. Et Roland Gidet, que tout le monde connaît, s'est exprimé dans un article du Trends Tendance, un très bon article écrit par Xavier Attou qui est sorti il y a quelques semaines, et qui disait qu'en fait, un marché qui présente un tel déséquilibre est très très compliqué à chambouler, est très compliqué à déséquilibrer. Et ce n'est pas tant la ventilation entre propriétaires et locataires qu'il faut dire, c'est le déséquilibre. C'eût été la même chose si on avait 80% de locataires contre 20% de propriétaires. Vous voyez. Donc tout ceci, ce sont des garde-fous qui finalement garantissent la stabilité et la résilience de notre marché. Et alors je terminerai peut-être là-dessus. Mais quitte à être à contre-courant, et ça permettra d'introduire la suite du webinaire, si on m'avait demandé quelle est la meilleure période pour investir, j'aurais clairement pas dit les décennies précédentes, j'aurais dit aujourd'hui et demain. Moi, j'ai commencé l'immobilier il y a plus de 10 ans, en 2009. J'ai travaillé d'abord pour un groupe important qui est actif en Belgique et en France, et puis j'ai créé Own, et que ce soit dans mes anciennes fonctions ou mes nouvelles, j'ai toujours été donc du côté de l'investisseur. Je n'ai jamais trouvé qu'il était aisé d'investir, je n'ai jamais trouvé qu'il était facile, que c'était un marché optimal. Il y avait une demande énorme, des offres qui ne suivaient pas, des ventes agressives, et aujourd'hui enfin, on peut négocier les choses, on peut avancer plus sereinement. C'est un marché qui est bon pour l'investisseur, c'est enfin un marché d'acquéreur.
C'est ça. Ces dernières années, on était vraiment sur un marché de vendeurs. Tout à fait. Le vendeur dictait sa loi et on est plutôt sur un marché d'acquéreurs aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas. Vraiment passionnant. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter, mais non. Non, je pense que ça nous permet de passer maintenant à cette deuxième partie qui va finalement installer le contexte. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce que le marché est optimal finalement l'investissement? Est-ce qu'il faut encore investir en 2024? Eh bien, donc, Gauthier, à toi la parole. Et donc, ici, tu vas un peu nous indiquer quelles sont les perspectives. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait, Quentin. Alors, comme le disait très justement dans un article ici qui est apparu ces derniers mois, Stéphane Sonneville disait quand ce n'est pas le moment de vendre, c'est le moment d'acheter. Il parlait justement de la situation de Ténor. Voilà, je reprends ces mots ici. Alors, effectivement, certains détracteurs prédiront l'explosion d'une bulle spéculative qu'ils avaient annoncée il y a bien longtemps, alors que d'autres, comme nous, et comme Nicolas le disait très justement, on préfère parler d'un juste retour à la normalité, d'un rééquilibrage du marché, ce qui s'affirme en fait plutôt effectivement positif pour celui qui sera en tiré parti. Alors, dans un contexte d'urgence énergétique imposée par la guerre en Ukraine, mais également l'Europe en termes de rénovation, de nombreuses opportunités se créent pour l'opportuniste. Certains propriétaires n'ont pas la capacité ou l'envie de rénover, ou n'en sont tout simplement plus là dans leur vie d'investisseur, et par conséquent vendent. Ensuite, nous avons d'un côté des acheteurs qui sont de moins en moins finançables, et d'un autre côté des investisseurs qui repoussent leur acquisition due aux taux élevés et se montrent, eux, plutôt attentistes. Ce double effet diminue fatalement la demande, ce qui est positif. Le marché locatif, lui, Madame Dunt, je vous réponds ici, le marché locatif, lui, est en pleine ébullition. Donc les biens en location partent vite à des loyers élevés. Cela augmente fatalement les rendements et l'attrait pour le secteur aussi. Nous sommes aujourd'hui dans un marché d'acheteurs. Avec la conjoncture actuelle, il est donc super important de négocier son acquisition dans le but de couvrir le coût de l'emprunt. Donc la décote de l'achat à l'achat doit compenser la surcote due à la hausse du taux. Gauthier, donc ce que tu nous dis ici, le fait d'être sur un marché d'acheteurs plus que de vendeurs implique cette plus forte négociation au moment de l'achat, c'est bien ça, pour compenser la hausse des taux. C'est ça en définitive, exactement, tout à fait. Oui. Okay. Le marché est tel que là maintenant, comme on le disait avant, l'acquéreur peut négocier, peut prendre le temps. C'est effectivement une bonne période. Alors ma question ici est peut-être un petit peu bateau, ou je sais pas, c'est naïf, mais quel pourcentage de négociation? Je sais que ça va dépendre d'une situation à l'autre, mais y a-t-il un peu une pratique qui se fait dans l'immobilier, dans la négociation? Est-ce que, j'imagine que ça va vraiment dépendre de plein de facteurs, mais est-ce qu'on négocie à 10% en dessous de la valeur du bien, ou est-ce qu'on peut aller au-delà, ou 10% c'est trop? De nouveau, c'est très compliqué de répondre à cette question, parce que ce sera vraiment au cas par cas. Je parlais avant des passeurs énergétiques. C'est vrai qu'effectivement, voilà, les biens qui sont totalement rénovés avec des PEB, G, par exemple, eh bien, auront peut-être moins d'attrait, ce qui se présente en fait comme une bonne opportunité pour l'opportuniste. Voilà, au cas par cas, c'est vrai que il y a encore quelques vendeurs qui sont toujours, entre guillemets, si je puis dire, un peu rêveurs, qui attendent et qui espèrent toujours avoir les prix qui étaient exercés ici il y a 2 ans maintenant, plus ou moins. Non, malheureusement, les choses changent. Les choses ont changé. Je ne le crains. Exactement. Il n'est pas rare, on a vu maintenant des négociations à moins 15, moins 20%. Ok. Voilà. Si on peut avoir un chiffre, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui existe sur le marché aujourd'hui, moins 15, moins 20%. D'accord, bien sûr. Et voilà, vu que vous êtes en première ligne sur le marché, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'éléments-là. Ok, super. Alors, y a-t-il encore intérêt, lieu d'investir aujourd'hui dans l'immobilier? Comme on l'a dit précédemment, nous sommes dans un marché stable. Lorsque nous regardons dans le passé, analysons le marché dans son ensemble, celui-ci a une croissance positive moyenne de 2,2% par an depuis 1970.
Je dirais que dans le contexte actuel, l'immobilier reste une classe d'actifs appréciable pour différentes raisons. La première est la diversification. Ensuite, il nous permet aussi de financer des volumes d'investissement plus importants que son niveau de fonds propres grâce à l'effet de levier. Et ensuite, il permet également de créer du rendement, d'avoir du rendement et de créer de la plus-value. Et comme le dicton le dit si bien, voilà, selon nous, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il est primordial de diversifier ses placements afin de pouvoir affronter sereinement monts et marées. Idem pour la planification successorale. L'immobilier, en fait, offre des solutions judicieuses qui permettent d'orchestrer ce processus intelligemment. Voilà. Pour revenir à l'effet de levier, en immobilier, celui-ci est super important. Il permet de booster sa rentabilité. Ce principe consiste en fait à s'endetter afin d'augmenter sa capacité d'investissement et donc accroître son capital à long terme. En quelque sorte, ce sera le locataire et les loyers qui rembourseront votre emprunt. De nouveau, il sera primordial de réaliser la bonne opération grâce à la bonne négociation. Pour chiffrer un peu ces propos, prenons une acquisition à 1 million d'euros, un immeuble à 1 million d'euros qui ramène 40 000 euros par an. On pourra parler aisément d'un rendement de 4% sur l'actif. Or, si je finance cette acquisition avec 500 000 euros de fonds propres et 500 000 euros d'emprunt sur 20 ans à un taux actualisé à 3,8%, mon rendement sur fonds propres est alors de plus ou moins 6%. Nous avons enfin tendance à l'oublier, mais un investissement immobilier réussi ne concernera pas seulement le rendement. C'est très important. Il faut aussi créer de la plus-value. Cette création de plus-value passera notamment via les rénovations ou aménagements d'intérieur, la PEB et enfin la localisation. Je vais revenir sur ces points juste après. Et Gauthier, peut-être juste pour revenir sur l'effet de levier, aujourd'hui avec le changement de conjoncture et la hausse des taux notamment, quelle est la proportion de cash qu'il faut mettre sur la table? Est-ce qu'elle a changé par rapport à il y a quelques années quand les taux étaient beaucoup plus bas? Est-ce qu'on est passé par exemple de 15% de fonds propres à 30% de fonds propres? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre aujourd'hui et il y a quelques années? Alors, tout à fait. Je vais laisser Nicolas répondre à cette question, mais oui, tout à fait. Oui, en fait, c'est une entente à 3 variables. Il y a le prix d'acquisition, le revenu locatif et finalement le financement, le taux. L'idée, quand on investit en immobilier et quand on a une vision patrimoniale, c'est-à-dire que le but étant qu'on ait une opération neutre, c'est bien sûr que le revenu locatif rembourse principal et intérêt. Si les taux augmentent, il va falloir mettre plus de fonds propres, c'est mathématique, pour que cette charge d'endettement soit comblée. Maintenant, le marché, et on en reviendra plus tard, finalement opère des changements qui sont aussi à l'avantage de l'investisseur. Gauthier l'a dit, on a des revenus locatifs qui n'ont jamais été aussi hauts et on peut enfin négocier les prix d'acquisition. Donc c'est une équation avec 3 inconnus, mais oui, en termes de pourcentage, je ne saurais pas te dire un pourcentage, mais c'est sûr que si on reprend les métriques d'hier, il va falloir mettre plus de fonds propres pour combler cette augmentation des taux. Ok, très clair. Et de nouveau, et là tu réinsistes ici Nicolas sur ce point-là, comme Gauthier l'a fait précédemment, la négociation à l'achat est primordiale et le contexte aussi est favorable pour l'augmentation des loyers. Donc, c'est quand même 2 éléments qui sont très positifs finalement. Et le contexte est favorable à la négociation. On a le temps de négocier les choses au juste prix. Et alors, je vais peut-être quand même rebondir sur cette question-là qui me semble importante. Est-ce que c'est le cas pour tous les types d'actifs? J'imagine que non. Est-ce qu'on peut, le temps de la négociation, s'est-il rallongé sur tous les types de biens? Ça dépend de leur liquidité. Il y a toujours des biens qui sont beaucoup plus appréciables. Et on l'a dit, c'est un marché à 2 vitesses. Un bien bien localisé qui présente de bonnes performances énergétiques partira beaucoup plus vite. C'est un peu la croissance continue pour ce genre de biens. Les biens qu'on appelle un peu des remeux qui sont mal localisés, qui sont difficilement agençables ou difficilement rénovables pour pouvoir prétendre à ces bonnes performances énergétiques, eux, on voit
leur délai de vente qui s'allonge. Il y a lieu donc d'envisager une aubaine là-dessus. Ok, merci, merci beaucoup, Nicolas. Et donc, la suite ici, Gauthier, que tu vas nous présenter, c'est la maîtrise de l'investissement. Et je pense que ça fait un petit peu écho à ce que vient de dire Nicolas d'ailleurs. Un petit peu, mais je vais rentrer dans le détail. Mais donc, voilà, investir dans l'immobilier a connu une popularité croissante ces dernières années. Et aujourd'hui, nous faisons face à des incertitudes économiques. On peut dire que les taux d'intérêt demeurent aujourd'hui attractifs, lorsqu'on compare à ceux exercés il y a quelques dizaines d'années, notamment dans les années 80, par exemple. De façon générale, le Belge, lui, est à la recherche de stabilité et est réputé pour avoir une brique dans le ventre. Nicolas nous a parlé effectivement des 72% des ménages qui sont propriétaires. Je le répète, ces chiffres sont importants. Alors, investir dans l'immobilier implique une prise de risque inhérente aux événements futurs et incertains et nécessitant bien sûr une analyse approfondie. 3 critères sont fondamentaux et guident judicieusement cette démarche. Alors, comme on le dit souvent dans le domaine, localisation. Ce critère est le plus important et est crucial, car avant tout, investir dans l'immobilier, c'est investir dans le foncier. Les spéculateurs, je vais justement rebondir un petit peu sur ce que Nicolas a dit ici maintenant, mais les spéculateurs envisageront plutôt des quartiers dits en devenir, où ils miseront sur l'évolution positive d'un secteur géographique. Ils miseront aussi sur des rendements croissants à venir et une plus-value plus importante à moyen terme. Alors que les plus conservateurs, eux, ne se focaliseront que sur des quartiers déjà établis où peu de risques de dévaluation sont à prévoir et où la stabilité du marché n'est plus à mettre en cause. Ensuite, deuxième critère fondamental est la typologie de l'actif. Par cela, nous parlons de biens liquides. En d'autres termes, c'est sa capacité à répondre à une demande importante. La taille et la configuration des biens influent sur leur attrait. Par exemple, un appartement de 300 mètres carrés, une chambre, ne s'adressera pas au même spectre de candidats qu'un appartement de 200 mètres carrés, 2 chambres, qui, quant à lui, aura une plus grande masse de prospects. Ensuite, le troisième axe, la PEB. Ce critère est devenu très important depuis quelques années, d'autant plus aujourd'hui au vu de l'influence des préoccupations environnementales et des directives européennes qui sont mises en place. Alors, bien que son importance actuelle soit indéniable, sa prééminence à long terme, elle, reste à être déterminée, contrairement aux 2 autres critères, localisation et typologie. Très clair. Merci beaucoup, Gauthier. C'est super clair. Alors, ici, effectivement, si je peux ajouter cela, donc selon moi, investir dans l'immobilier, c'est miser sur l'avenir. Donc, il est primordial qu'il y ait une harmonie entre les 3 axes et les 3 critères ici pour justement pouvoir créer de la valeur et les rendements. Ils sont complémentaires. Parfait. Super. Et donc, voilà, c'est une question super intéressante qu'on pose ici, Gauthier. Quelle stratégie adopter face à l'augmentation des taux qui est clairement d'actualité et qui, semble-t-il, est prévue pour durer? Pour durer, effectivement, stabiliser certainement. Alors voilà, il y a différents éléments comme l'indexation, admettons pour des loyers qui sont déjà en cours, l'indexation aussi qui est un petit rempart, si je puis dire. Après, voilà, il y a aussi le pouvoir meubler son bien va également pouvoir croître le rendement locatif. Et puis aussi, je le disais avant, mais donc le marché locatif se porte actuellement très bien. C'est lié fatalement à cette hausse des taux. Donc, un jeune qui voudrait acquérir a fatalement moins de capacité financière comparativement à il y a 2 ans. Donc voilà, c'est lié aussi. Le marché locatif se porte bien. Il y a une croissance aussi positive à ce niveau-là qui peut effectivement gommer un petit peu cette hausse des taux. Oui. Alors,
Donc, quelle stratégie adopter? Donc, je vais en parler ici, face à l'augmentation des taux. Donc, comme je le disais, donc, la conséquence, c'est que ça refroidit pas mal de candidats acquéreurs, qui soient soit acquéreurs occupants ou investisseurs, comme je le disais. Voilà, il y a de moins en moins de demandes, ce qui est positif pour l'opportuniste. L'augmentation des taux a aussi un impact indirect sur le rendement locatif, mais aussi aussi un impact direct sur le rendement sur fonds propres. Nicolas en parlait justement, mais donc effectivement, il faut relativiser. Cette hausse des taux n'est qu'une variable qu'il y a lieu de mettre en rapport avec les deux autres, que sont revenus locatifs d'une part et prix d'acquisition d'autre part. Si les taux augmentent, il faut que les revenus locatifs fatalement augmentent également. Et d'ailleurs, c'est un phénomène, comme je viens de le dire, qui est en train de s'opérer actuellement. Et il faut bien entendu aussi que les prix d'acquisition diminuent. Alors si ici aujourd'hui, nous avons un bon conseil pour l'acheteur, la personne qui est à l'achat, voilà, il faut être patient. Le marché actuel et les processus de vente sont également plus lents, donc ça lui confère ces possibilités. Et puis aussi, deuxièmement, il ne faut pas hésiter à être agressif, si je puis dire, dans ses offres, pour justement gommer cette compensation due à la hausse des taux. Super. Et donc, quelles sont les perspectives, Gauthier, pour 2024? Est-ce qu'on peut un peu essayer ici de faire un travail de projection et anticiper certaines tendances qui... Bien sûr, tout à fait. Alors, on remarque qu'il y a effectivement un repli des prix pour les premiers trimestres 2024. En tout cas, on le prédit. En 2023, le marché immobilier, lui, a inversé sa tendance en affichant une offre plus abondante par rapport à une demande plus restreinte, particulièrement dans le segment des biens d'investissement. Cette réalité devrait se maintenir donc pour le premier trimestre 2024, ce qui aura une influence indiscutable sur les prix de vente. Mais donc nous insistons donc sur le fait qu'il y aura encore des opportunités profitables pendant 2024. Alors au niveau si je puis effectivement vous mentionner quelques chiffres, Belfius prévoit une baisse plus marquée des prix nominaux en 2024, notamment une diminution de 1,5% par rapport à 2023 où on parlait tout à l'heure d'un demi%. ING, quant à eux, anticipe une stabilisation des prix en 2024 à 0%, avec une reprise estimée à plus ou moins 2% en 2025. Donc, voilà. Les beaux jours arrivent, si je puis dire. Alors, en ce qui concerne maintenant les taux d'intérêt, la plupart des observateurs s'accordent sur une stabilisation durable des taux pour 2024. Début novembre, d'ailleurs, ici, la BCE a d'ailleurs stoppé sa course folle à l'augmentation des taux directeurs, enclenchée maintenant il y a plus de 15 mois. Et alors ensuite, vers une reprise 2024, les premiers trimestres 2024 pourraient être marqués par une baisse contenue des prix de vente, suivie ensuite d'une stabilisation soutenue d'un nouvel équilibre entre l'offre et la demande. Ce retour à la stabilité lui offre une perspective positive pour la personne qui a plutôt une vision patrimoniale et qui envisage potentiellement des acquisitions, à contrario et en comparaison avec la frénésie post-pandémie où tout était effectivement fou. Ok, merci beaucoup Gauthier. Je pense qu'on arrive tout doucement ici au terme. Nicolas, tu avais une conclusion un petit peu par rapport à ce sujet? Rapidement, écoutez, s'il est vrai que le marché opère une certaine forme de mutation, s'il est vrai que tous les feux semblent passer finalement au rouge, tout nous laisse encore à penser que le marché belge présentera une résilience, comme on l'a dit. Et on loin de nous l'idée de dire que le marché belge est totalement hermétique aux fluctuations externes et aux vérités établies, mais tout de même, le passé, l'histoire nous prouve par les guerres de foot dont on a parlé qu'il y a tout à penser que le marché va encore, en tout cas, subir différemment les effets du contexte actuel. Depuis 19 mois, pour l'investisseur qui est à contre-courant, finalement, il y a un effet d'aubaine, des opportunités qui se dessinent, on l'a dit, une offre plus abondante en ce qui concerne des biens
qui nécessitent une rénovation. Et alors, il y a quelque chose qui est quand même assez paradoxal, on en a parlé, mais sans le mettre en corrélation. Vous avez d'un côté des revenus locatifs qui n'ont jamais été aussi hauts, vous avez une demande locative qui n'a jamais été aussi haute, qui est en forte croissance, on tend vers un marché locataire, pour d'autres raisons que l'augmentation des taux. Et à côté de ça, vous avez, en théorie, je ne dis pas que c'est avéré, mais des prix qui sont censés décroître. Vous avez donc des prix d'acquisition aujourd'hui qui sont moindres que ce qu'ils étaient hier, mais des revenus locatifs qui sont plus hauts. Tout ceci nous laisse à croire qu'il y a une opportunité aussi là derrière. On parle toujours bien sûr du marché résidentiel. Et enfin, je dirais à ceux qui ont acheté il y a peu, qui ont investi il y a peu dans l'immobilier, qui voient leur plus-value latente finalement fondre quelque peu, je dirais que quand on investit dans l'immobilier, on investit sur le temps et la durée, pour peu qu'on ait une vision patrimoniale. Et finalement, prendre une correction de quelques mois, voire quelques années, c'est regrettable, mais c'est définitivement pas catastrophique. Eh bien, Nicolas, c'est super clair et merci pour cette conclusion. C'était très, très intéressant. Merci à vous deux pour ce sujet. On termine par une citation ici de Franklin Roosevelt, que je vais lire d'ailleurs. Comme à la météo, L'immobilier ne peut être perdu ou volé, il ne peut pas être emporté. Acheter avec bon sens, payer en totalité et gérer avec raison, il est le placement le plus sûr du monde. Merci Franklin Roosevelt. On est bien sur le président des États-Unis des années 30-40, c'est bien ça. Franklin Roosevelt, c'est bien ça. On a vu son nom. Il y a donc une sage ici citation. On va rapidement répondre à toutes vos questions. Je vais rapidement maintenant aussi juste évoquer la solution Smooviin. Smooviin est une plateforme de gestion immobilière qui aide les multipropriétaires à gérer leur patrimoine immobilier. La plateforme a 3 grandes missions. Aider le propriétaire donc à centraliser toutes les données et les documents liés à sa gestion immobilière. Deuxième mission de la plateforme, c'est qu'elle va jouer un rôle d'assistant digital. Et donc, grâce à toute une série d'automatisation, aider le propriétaire à indexer les loyers, faire un suivi automatisé des paiements des loyers, aider au décompte de charges aussi. Et la troisième mission de la plateforme, aider donc l'utilisateur à avoir une bonne vue sur l'état de son patrimoine et avoir du reporting sur la rentabilité de son patrimoine. Donc voilà pour quelques mots au sujet de la solution Smooviin. Et on va donc tout doucement maintenant arriver à la dernière partie qui sont les questions-réponses. Et donc comme indiqué en début de présentation, on a un peu agrégé toutes les questions qui ont été posées. Je vais maintenant m'adresser donc à Gauthier et Nicolas qui vont pouvoir y répondre. Je prends un peu les premières questions ici qui a été posée par Laure. Bonjour, étant donné la baisse globale du pouvoir d'achat, les taux d'intérêt très élevés qui ne semblent pas baisser et la baisse relative de la demande immobilière, anticipez-vous une baisse des prix de vente des produits immobiliers et si oui, à quel horizon de temps? Alors oui, comme on l'a dit, tous les éléments, tous les ingrédients sont là pour qu'une baisse s'affiche. De nouveau, il faut reprendre le contexte de l'immobilier belge. Dans l'immobilier, on est dans un marché très stable. Et en fait, quand on parle d'une demande plus restreinte, certes, mais quand on parle d'une offre plus abondante, oui et non, c'est pas un marché très dynamique. Vous allez avoir ce différentiel dans des marchés comme en Allemagne ou en Hollande, mais ici, des diminutions substantielles, c'est très difficile à trouver, hormis, et ça, je vois qu'il y a quelques questions là-dessus, mais hormis, oui, sur des biens énergivores. On parle par expérience, il y a moyen d'obtenir des décotes de 10, 15, on a déjà vu du 20%. Il faut, en fait, aujourd'hui, le conseil qu'on peut donner, et Gauthier en a parlé, c'est la patience. Les taux ne vont plus grimper. De nouveau, je n'ai pas la légitimité pour le dire, mais tous les observateurs semblent s'accorder là-dessus. On est arrivé à ce fameux table mountain pour ce qui est des taux, en tout cas directeurs, mais tout est concordant. Et donc, on est dans un marché où, en général, on va avoir le taux qui est celui qui est aujourd'hui. Mais par contre, il faut avoir la patience. Il n'y a plus lieu de se précipiter sur les choses. Il faut pouvoir prendre le temps d'analyser et d'offrir le juste prix. Il n'y a qu'à mettre ces différentes variables dans un tableau et finalement, la rentabilité que vous souhaitez obtenir, c'est vous qui la dictez lors de l'acquisition. Super, très clair. Merci Nicolas. Gauthier, tu as évoqué des crédits hypothécaires à du 3,8% et ça a soulevé quelques réactions sur notre chat. Est-ce que ça se trouve, où trouvez-vous aujourd'hui un crédit à 3,8%? Est-ce que ça existe, Gauthier? Tout à fait. Mais donc, voilà, par exemple, je sais que chez Belfus,
voilà, bien sûr, ça dépendra un petit peu de votre dossier et de votre historique, etc. Mais effectivement, je sais que Belfus pratique encore, par exemple, ce genre de taux. Ça dépendra peut-être aussi un peu de la négociation que vous aurez avec votre banquier. Mais non, je crois que c'est un pourcentage qui est tout à fait atteignable et réaliste. Après, c'est juste pour l'exemple. Hein. Le taux peut être 1%, 5%, 10%. Le but du slide était d'expliquer en quoi le taux influence sur les rendements sur fonds propres et en quoi il dégrade de manière automatique. Ok. Sébastien, ici, avait une réaction intéressante aussi. Merci, messieurs. Et je pense que Sébastien est un fin connaisseur aussi du marché immobilier. Merci, messieurs. Marché pas facile. Oula, j'étais en train de dire la question. Merci, messieurs. Marché pas facile. Je ne vois pas les prix descendre ni les taux. Je pense qu'on revient à la normale après des années exceptionnelles. Toujours le moment d'acheter, mais il est très difficile de trouver des vendeurs qui sont prêts à vendre 15-20% en dessous du marché. Du coup, un peu de patience, comme Gauthier nous l'a très bien dit. Et donc, on sent, et tu l'as aussi mentionné, Gauthier, qu'on a toujours des vendeurs qui sont un peu des doux rêveurs et qui espèrent rester sur le marché exceptionnel post-Covid dont on a parlé. Voilà. Ici, donc, j'ai aussi mentionné certains propriétaires qui ont dans leur patrimoine des immeubles, notamment, qui sont des passeurs énergétiques. Hein. Là aussi, de nouveau à Bruxelles, on sait qu'il y en a beaucoup. Il y a des choses à faire. Eux n'ont peut-être pas la capacité, comme je le disais, l'envie, ou alors eh bien, sont peut-être trop âgés que pour pouvoir entreprendre de telles rénovations. Et pour ce type d'immeuble, pour ce type d'acquisition, je suis assez confiant et je crois qu'effectivement, il y a tout à fait moyen d'arriver à une négociation qui est tout à fait intéressante, qui nous permettrait d'avoir un pourcentage et un rendement intéressant. Entre parenthèses, bonjour Sébastien, que je connais aussi. Et donc, juste Fabien réagit par rapport au taux de crédit hypothécaire. Il dit qu'il a signé aujourd'hui à 3,71% chez Belfus. Donc, voilà. Tes informations étaient correctes, Gauthier. Super. Alors, peut-être une question par rapport au PEB de Elsa. Le PEB est-il actuellement obligatoire pour une vente? Ça, c'est la première question. Et quelle est la plus-value en pourcent pour l'obtention d'un PEB sur un bien de plus ou moins 1 million? Alors, le PEB est obligatoire pour une vente. Par contre, je n'ai pas compris quelle est l'implication du PEB. Quelle est la plus-value en pourcent pour l'obtention d'un PEB sur un bien de plus ou moins 1 million? Je pense que ce que mademoiselle veut dire, c'est quelle est la plus-value d'avoir un bon PEB peut-être sur un bien. Le PEB, finalement, c'est un certificat. Hein. Il peut être de classe de bonne facture ou pas. Peut-être si madame peut exprimer cette question, on lui répondra par mail par la suite avec grand plaisir. Oui, ou si Elsa la repose sur le chat, effectivement, c'est pas super clair. Mais la première question, le PEB est-il actuellement obligatoire pour une vente? Oui. C'est obligatoire. Depuis déjà quelques années, c'est un certificat qui est obligatoire, même pour la mise en vente. Donc, vous voyez que c'est un document important à avoir. Vous ne passerez même pas un compromis sans le PEB. Ok. Laure pose une question. Où sont, d'après vous, les localisations les plus intéressantes en termes d'investissement immobilier à Bruxelles? Alors, les localisations, c'est toujours, comme la question est bien posée, puisque c'est dans le cadre d'investissement, quand on investit, on est soucieux à ce que son bien réponde à la plus large demande, que ce soit sur le marché de la vente ou de la location. Ici, imaginons que ce soit dans une vision patrimoniale. Et on essaye d'être aux endroits où il y a le plus de centres d'intérêt. On a parlé des écoles, des transports en commun, c'est large, hein, des commerces, des centres d'affaires et autres. Et de nouveau, il y a deux profils d'investisseurs, celui qui est bon père de famille et qui va plutôt s'intéresser à des quartiers déjà établis, où il a la certitude de son rendement, et celui qui est un peu plus spéculatif, qui va se dire, tiens, moi je vais envisager un quartier en devenir où la croissance va être un peu plus importante que chez mon voisin. Bruxelles a cette particularité qu'il est hyper hétérogène et que d'une rue à l'autre, on peut se retrouver dans des quartiers totalement différents. Donc ça dépend vraiment du profit de l'investisseur. Il y a lieu de s'hasarder. Il y a 19 communes et il y a vraiment à boire et à manger. Et une autre question de Laure qui est quels sont les PEB dans lesquels investir en priorité? J'imagine que la réponse est plus ou moins la même. Donc j'imagine de nouveau, c'est dans les performances énergétiques. Nous, on part du principe que quand on investit en immobilier, mais de nouveau, ça dépend de la capacité financière qu'on a. Il vaut mieux
accélérer la croissance, et pour ce faire, il y a lieu d'optimiser les immeubles, donc c'est-à-dire de nous-mêmes créer cette valeur en rénovant. Voyez, donc on a beaucoup insisté sur cette notion de passage énergétique, sur l'aubaine et les opportunités que ça crée. J'ai vu une question passer en disant « Vous attendez donc à une baisse du marché de 20% ?» Non, pas du tout, et justement pas en Belgique, pas du tout. Mais aujourd'hui, l'opportuniste pourra, on l'a vu, négocier des prix à moins de 20% pour ces immeubles-là. Par contre, il va falloir orchestrer des travaux, il y a des incertitudes urbanistiques, et donc on négocie finalement des décotes à l'entrée parce que cette notion de performance énergétique est tellement devenue importante, elle n'est plus une nécessité en soi, c'est devenu une obligation. Il y a des seuils, 2030 et autres, qui vont nous obliger à rénover le bâti. Donc, la bonne performance énergétique, c'est évidemment la plus acceptable. Je sais que les cotations ne sont pas les mêmes en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, c'est de nouveau une histoire fédérale belge, mais il faut essayer de tendre vers les lettres les plus proches de A, B ou C, après développement. Alors, pour rester sur ce sujet du PEB et des travaux, qui est central, on a je trouve une très bonne question ici. Bonjour, inflation sur les prix des matériaux. L'inflation sur les prix des matériaux maintenus n'est pas rationnelle. On a des carnets de commandes plus faibles et on a des taux d'intérêt importants. Il y a eu un effet cliquet. Prévoyez-vous que les devis des travaux de rénovation vont finir par baisser et revenir à un prix de marché? Là, je suis totalement dans l'expectative, c'est ce que je disais, aujourd'hui, c'est une situation assez dramatique. On doit rénover dans l'urgence. Personne n'a la maîtrise de cette chose-là. Le coût des matériaux, finalement, l'entrepreneur ne peut pas rogner indéfiniment dans sa marche. Et je pense qu'aujourd'hui, la demande s'est tellement effondrée, les carnets se sont tellement vidés que les entrepreneurs rognent déjà dans leur marge. Et quand ils font des devis, ils sont élevés, mais c'est parce que les matériaux sont très importants. Donc c'est vraiment une incertitude pour moi. Je ne saurais pas répondre à la question, et je suis tout à fait d'accord avec celle-ci. Et c'est assez inquiétant, finalement. Alors, on a une question ici de Sophie. Pensez-vous qu'acheter neuf est une solution pour un investissement? Mais vous y avez déjà partiellement répondu. Oui. Je pense qu'ici, par rapport à ça, le bon coup, si je puis dire, est dans l'acquisition, comme Nicolas l'a dit, d'un bien à rénover, pour lequel aussi on va diminuer la base imposable. On va payer moins d'enregistrement, on va le rénover. Ici, vous allez acheter du neuf, vous allez payer 21% aussi de TVA. Je pense qu'effectivement, ici, le bon coup est dans la rénovation. Le neuf, ça a toujours été un produit pour le bon père de famille. Aujourd'hui, il y a une crise de l'immobilier neuf, il y a une offre très, très, très restreinte et les prix ne font qu'augmenter. C'est compliqué à cause de ces coûts des matériaux, c'est compliqué par rapport au contexte des administrations urbanistiques. Il faut que ça change. On n'est pas promoteur, donc on ne défend pas ne plaide pas pour notre chapelle, c'est comme ça qu'on dit. Mais je sais que c'est très compliqué pour eux. Donc c'est un produit avec un rendement très comprimé. C'est plus un produit d'épargne, encore plus que de l'immobilier existant. Ok, peut-être on va tout doucement clôturer. Il est 17h58. On va pas prolonger encore trop longtemps. J'ai encore une dernière question pour vous. Quel est le montant minimum? Et donc c'est plutôt par rapport ici, question en lien avec votre activité ici, Nicolas et Gauthier. Quel est le montant minimum pour votre véhicule d'investissement immobilier? C'est une question à laquelle je pourrais répondre en off parce que il y a des choses qu'on doit respecter d'un point de vue légal. On ne peut pas faire de la publicité autour de ça puisque nous ne faisons pas de l'appel public à l'épargne, contrairement à des plateformes de crowdlending et funding. Donc je pourrais volontiers en parler, mais pas ici sur le chat. Alors, il y a une autre question. Moi, ça, je peux en parler, c'est quel est le coût de l'application Smoovind. Mais tous nos tarifs sont en ligne sur notre site internet, donc je vous invite à aller consulter notre site internet www.smoovind.app. Et on a une page tarifaire qui est assez claire, je pense. Sachez juste par rapport aux prix qui sont affichés qu'à partir de 30 biens en gestion dans la plateforme, il y a des dégressivité assez fortes au niveau des tarifs. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est 17h59, on aura fait 1 heure au complet. Je tenais à remercier Gauthier et Nicolas pour leur présence, pour leur présentation aussi, qui était super claire et intéressante. Comme vous le savez probablement, donc Smoovind organise fréquemment des webinaires et donc on est toujours hyper content de pouvoir vous les proposer. On espère que vous reviendrez encore nombreux. Et je vais laisser Nicolas et Gauthier
dire au revoir. Dire au revoir à tout le monde. Tout à fait. Et merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce webinaire, ce sujet. Je vois qu'il est finalement, comme je le disais, sensible et exhaustif. Merci à Smoothing de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer. Et avant l'heure, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Merci Nicolas, Merci à merci tous. Gauthier, très bonne soirée. Merci.